Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. La voix nasillarde d'un homme à la radio résonne. Dans la région fortifiée de Liège, l'ennemi n'a pas progressé, martèle-t-il. Mes yeux s'ouvrent. Devant moi, un couple écoute fébrilement les nouvelles dans le salon, les yeux rivés sur le poste de radio. Le fort de Flémal fournit un feu de soutien continu pour soutenir les unités militaires belges alentour et pour couvrir les forts voisins de la position fortifiée de Liège. Quant au fort d'Eben et Maël, il semble continuer la lutte. Des rumeurs assurent pourtant le contraire. L'homme tient dans la main le journal La Nation belge, daté du 11 mai 1940. C'est la guerre. Hier, l'Allemagne a attaqué la Belgique, malgré son statut de pays neutre, censé la préserver. Les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg sont eux aussi envahis. La détresse se lit dans les yeux de la femme, Suzanne. Hubert, son mari, essaye de la rassurer, rien n'est fait. Elle le sait, les Allemands sont bientôt là. Elle ne veut pas revivre l'occupation de 1914. En ces temps pas si lointains, quantité de paisibles villes et villages, de Visé à Dinan, de Messin à Virton, du Val-du-Noy et du pays de Spincourt comme de l'Entre-Sambre et Meuse avaient été dévastés, et nombre de leurs habitants fusillés. Derrière moi, j'entends des cris d'enfants qui reviennent de la cour précipitamment. Marc, un petit garçon de 4-5 ans, est en pleurs. Sa sœur Simone l'a encore embêté. L'aîné, Charles, s'amuse de leur chamaillerie. Ils ont l'air si innocents. La guerre ne les a pas encore attrapés. Hubert sort de la maison. Il a vu par la fenêtre un de leurs voisins. Lorsqu'il revient, il est nerveux. Il faut faire les valises, vite. Je m'approche du couple et comprends mieux le changement de ton lorsqu'il glisse à sa femme que le bourgmestre et l'adjudant de gendarmerie ont déjà quitté le village très tôt ce matin. Beaucoup en ont fait autant, y compris le gouverneur de la province et des membres des services d'ordre, laissant seuls leurs administrés. S'ils s'en vont du pays, la famille doit fuir aussi. Des provisions et quelques vêtements feront l'affaire, sans oublier la grand-mère. En quelques minutes, je me retrouve derrière une charrette tirée par le bœuf de la ferme. La grand-mère et le petit Marc sont dessus. Les 4 autres membres de la famille doivent marcher. Le temps est idéal. Le soleil est à peine voilé par quelques nuages. C'est au moins ça. Derrière la ligne Maginot, nous serons définitivement à l'abri. Cela fait 2 jours que nous sommes partis. Nous dormons dans des granges abandonnées au milieu de dizaines d'autres exilés. Des luxembourgeois, issus des régions industrialisées et des bassins miniers, ont rallié notre colonne d'exode depuis le Grand-Duché. Ils marchent avec nous sur ces routes de terre qui ne font que monter et descendre. C'est par la radio française le 12 mai qu'ils ont appris que leur souveraine, la grande-duchesse Charlotte, avait quitté le territoire pour se réfugier en France. Je ne sens plus mes pieds. Ou plutôt, j'essaye de ne plus sentir à quel point ils me font mal. Des ampoules se forment au fil des kilomètres. Mes jambes me portent à peine. Je n'ose toutefois pas monter sur la charrette. Je ne vois pas pourquoi je serais privilégiée. Seuls les 3 enfants se reposent à tour de rôle avec la grand-mère. Les autres marchent sans se plaindre. Jamais je n'aurais pensé voir autant de monde en exode.
Depuis que nous avons passé la frontière hier, des Français nous ont aussi rejoints dans notre fuite. Tous les villages traversés sont déjà presque vides. Certaines familles ont des remorques comme nous, tirées par des chevaux ou des bœufs. Beaucoup n'ont que des voitures à bras, comme ils les appellent, ou bien même de simples baluchons. Ils ont tout laissé derrière eux. L'ambiance est morose. Heureusement, les enfants s'amusent de tout. Leur rire égaye un peu l'atmosphère. Il est midi, le soleil de mai nous chauffe plus que de raison. Hubert et Suzanne décident de s'arrêter pour manger un peu. La file interminable de voyageurs nous dépasse. Les provisions sont déballées. Elles baissent dangereusement. Les parents rationnent pourtant la nourriture. Ils ont faim, mais au moins ils tiendront plus longtemps. Pour l'eau, les bouteilles sont remplies à chaque village. Les habitants restants ont toujours fait preuve d'une grande gentillesse à leur égard. Charles s'amuse avec un autre enfant rencontré pendant la pause. Le reste de la famille se repose, étendu dans l'herbe, à côté de la route. Je m'allonge à mon tour, prête à m'assoupir. Un insecte bourdonne autour de moi et m'empêche de dormir. Je n'arrive pas à le voir, mais je l'entends de plus en plus fort. Des chiens se mettent à aboyer. Je me relève. Les autres m'ont imité. Le bruit est de plus en plus clair. Ce n'est pas un insecte. Je regarde le ciel et je les vois. Des avions, ils volent très bas, en direction de la route. Ils se rapprochent rapidement, mais à cette distance, difficile de dire à quel camp ils appartiennent. La rumeur se répand lorsqu'ils atteignent la route. Les Allemands, les Allemands! Les avions longent la route à quelques centaines de mètres de nous. Tout à coup, de nouveaux bruits, des rafales de mitrailleuses. Les avions nous tirent dessus, ils tirent sur des civils! Tous à couvert, les gens sautent dans les bas-côtés. Suzanne jette Marc et Simone sous la charrette avant de se cacher dans le fossé avec Hubert et la grand-mère. Je suis à côté d'elle. Elle ne pense qu'à Charles, toujours avec son ami. A-t-il pu se cacher à temps? Les avions sont au-dessus de nous. Ils passent, s'éloignent, puis repassent. La fusillade reprend de plus belle. Le temps paraît interminable. Enfin, les avions disparaissent pour de bon. Autour de moi, nous avons évité les balles. Pas la charrette. Suzanne se précipite sur ses deux enfants, cachés dessous. Ils n'ont pas bougé et ont été protégés. Le bœuf, en revanche, a été abattu. Suzanne et Hubert se mettent à chercher Charles. Il ne se montre pas, je suis inquiète. Je voudrais l'appeler, mais aucun son ne peut sortir de ma bouche. Autour de nous, c'est le chaos. Des pleurs, des hurlements de douleur ou de désespoir. Des familles déchirées, des corps déchiquetés. En remontant un peu la route, nous le voyons finalement. Charles est assis dans un champ, la tête posée sur ses genoux. Il ne bouge pas, mais il est en larmes. À côté de lui, son ami est allongé. Une traînée rouge inonde sa chemise blanche. Il ne respire plus. Hubert se précipite vers son fils et le serre dans ses bras. Les affaires ont été rassemblées sur une charrette en bois qu'Hubert tire à bout de bras. La route est pénible, le silence pesant. La grand-mère se déplace avec difficulté et nous devons l'attendre sans cesse. Par endroits, la route est coupée en deux par un impact d'obus, sur le bas-côté des corps. Ils reposent sans vie, au milieu des carrioles et des affaires abandonnées. Certains ont planté à leurs pieds une petite croix faite de branches, ici et là. Des familles soignent leurs blessés. Peu après être repartis, nous voyons des camions militaires arrêtés sur le chemin. Ils arrivent puis repartent dans un manège incessant. Nous allons à leur rencontre. Les camions doivent nous évacuer. Les Allemands sont tout proches du fort de Fermont. Il faut dégager la route pour laisser l'armée y circuler. Nous n'avons pas le temps de poser des questions. Les militaires commencent l'embarquement. C'est une immense bousculade. Des enfants pleurent, des parents crient. Des soldats essaient de mettre de l'ordre comme ils peuvent. Hubert, Suzanne, Charles et Simone sont entassés de force dans un camion. Je suis projetée avec eux.
La grand-mère et le petit Marc étaient un peu plus loin. Ils n'ont pas pu monter et le camion est maintenant plein. Hubert et Suzanne hurlent de toute leur force pour alerter les militaires. Mais leurs cris ne sont qu'un murmure dans ce chaos ambiant. Personne ne les entend. Au moins Marc est avec la grand-mère. Le camion démarre. Je vois les militaires se saisir de la grand-mère et la mettre dans une ambulance. Le petit Marc est laissé seul. Le cri d'effroi de sa mère me glace le sang. Le camion s'éloigne, Marc nous regarde, les yeux rougis de larmes, ses parents sont déchirés. Mais leurs cris ne sont qu'un murmure dans ce chaos ambiant. Personne ne les entend. Le camion est arrivé à Charny en passant par Mangienne. Sur la Grand Place, un convoi de chars blindés et des militaires attendent. Ils sont noirs, probablement des tirailleurs sénégalais. C'est la première fois que la famille en voit. La grand-mère a pu nous rejoindre. Marc n'est toujours pas là. Plus aucun camion militaire n'arrive désormais. Hubert et Suzanne sont dévastés. Comment ont-ils pu le laisser seul? Mais c'est arrivé si vite. Un militaire les informe. Les derniers camions sont partis directement vers Châlons, en Champagne. Marc doit être dans l'un d'eux. Au moins, il n'a pas été oublié sur le front. Son camion n'a pas été bombardé. Je suis un peu rassurée. Les pires craintes me saisissent. Hubert est pris d'une énergie nouvelle. Il veut rejoindre son fils. Leurs affaires ont disparu dans la cohue. Ils n'ont plus rien, à part cet espoir fou de le retrouver. Leur chemin a enfin un sens. Je laisse Hubert, Suzanne et leur famille quitter Charny et reprendre la route. Tiraillés par la peur, la faim, la soif et la fatigue, ils retrouveront finalement leur fils, puis se dirigeront jusqu'à Chastellux, dans le Morvan, avant de rentrer en Belgique. Je rejoins le confort de ma chambre bouleversée par cet exode forcé de millions de Belges et de Français. Leur courage et leur peine sont toujours à mes côtés. Cette histoire vous a touché? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire L'Exode de 1940 est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment le fort Eben Emael, le musée national d'histoire militaire de Diekirch et le Bastogne War Museum.